Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, Martin Malvy, notre président d'honneur, va nous rejoindre. Monsieur le maire de Paimpol, cher Jean-Yves, qui nous accueille pour ses assises, et je t'en remercie. Mesdames, messieurs les maires, chers amis, chers collègues, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à Paimpol pour ces 23e assises des petites villes de France. Nous allons prendre, je crois, un abonnement pour la Bretagne, puisque cette belle région est celle qui a accueilli le plus grand nombre de fois nos assises. C'est la 3e fois en 12 ans que nous venons en Bretagne et la 2e fois à Paimpol, la dernière fois étant en 2003. Beaucoup d'entre vous sont arrivés ici en nous disant que Paimpol c'est loin, certains osant même dire que c'était le bout du monde, et vous me permettrez, à propos de bout du monde, d'adresser un salut tout particulier à celles et ceux parmi nous qui effectivement sont venus de très loin, et je pense nos amis adhérents dans les Outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et qui nous sont fidèles année après année à nos assises et à nos différents événements. Il y a tout juste un an, j'ai eu le grand honneur de succéder à Martin Malvy à la présidence de l'APVF. Je me suis efforcé depuis lors, et avec les autres membres du bureau de l'APVF, avec Pierre Jarlet, avec Antoine Homé, avec Jean-Yves de Chaise-Martin et tous les autres, de continuer à porter haut le message des petites villes et d'affirmer encore et toujours la place de l'APVF dans le concert des associations d'élus, mais surtout comme un interlocuteur constructif, responsable, mais aussi ferme de l'ensemble des pouvoirs publics. Je crois, en tout cas j'espère, qu'avec l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne, le message et l'héritage n'ont été ni tempérés ni bradés, et qu'ensemble, nous restions fidèles à la ligne et aux orientations que Martin avait posées avec l'ensemble de celles et ceux qui l'ont accompagné. Monsieur le ministre, cher Bernard, je tiens à vous remercier très sincèrement et très particulièrement d'être à nos côtés pour les ouvertures de ces assises. Je le fais encore plus aujourd'hui car je sais que l'actualité qui est la vôtre vous amènera à regagner Paris très rapidement et à devoir nous quitter, mais j'apprécie encore plus dans ce contexte d'agenda particulier le soin que vous avez mis, l'attention que vous avez mise à être à nos côtés. Le ministère de l'Intérieur est un interlocuteur quotidien pour notre association. Et le programme de nos journées en témoigne, qu'il s'agisse de réfléchir et d'agir pour garantir les conditions du vivre ensemble, de l'esprit républicain, de la laïcité, comme de réformer notre organisation territoriale. Et je sais que nous pouvons compter sur toute votre attention. J'ai eu personnellement l'occasion de le vérifier. Vous avez conservé ce souci du pragmatisme utile que tout maire cultive. Et nous n'oublions pas que vous avez été vous-même maire d'une petite ville d'abord, à Octeville, et donc confronté de ce même fait aux difficultés que nous connaissons, avant de prendre l'initiative de fusionner avec Cherbourg et de connaître l'administration communale à une autre échelle. Nous, élus des petites villes, sommes des élus de terrain d'une majorité des Français. Et ensemble, les petites villes, qu'elles soient situées à la périphérie des grandes agglomérations ou bourg-centre de leur bassin de vie, ont pour fonction d'animer et de représenter plus de la moitié de la population de notre pays. C'est ce poids et cette représentativité qui nous obligent, et qui nous obligent en particulier à la PVF, au pluralisme et à la responsabilité. Le pluralisme, c'est un impératif au quotidien. Et dans la période troublée que nous traversons, nous avons besoin d'être unis et mobilisés, non seulement vis-à-vis des pouvoirs publics et du gouvernement auxquels nous nous adressons, mais également en interne pour le développement de notre association, dont je souhaite qu'elle franchisse un nouveau cap en matière d'adhérents. La voix de la PVF, notre voix, est une voix originale dans le concert des prises de position qui résonne à chaque fois, et c'est bien normal, que l'avenir de nos territoires est en jeu. Nous nous tenons à distance à la fois du conformisme, du conservatisme commun et de la démagogie. Et c'est là une marque de fabrique ancienne de notre association, quelle que soit la majorité au pouvoir. Comme en témoignent d'ailleurs les positions qui furent les nôtres au moment de débats difficiles, comme la suppression de la taxe professionnelle avant 2012 ou sur le transfert des compétences en matière de PLU aux intercommunalités dans le cadre de la loi ALUR après 2012. À chaque fois, nous avons cherché à définir un point de compromis acceptable par tous, et nous l'avons souvent trouvé avant qu'il ne s'impose. C'est là une des raisons qui ont permis à la PVF d'acquérir sa crédibilité et son poids aux yeux des pouvoirs publics. Dans le cadre des débats qui nous animent aujourd'hui, cet esprit perdure et doit perdurer. Et je me concentrerai pour illustrer mon propos sur 2 sujets parmi les plus épineux que nous connaissons aujourd'hui. Je pense évidemment à la réforme territoriale et à la réduction des concours financiers de l'État. En ce qui concerne l'avenir du bloc local, nous sommes doublement convaincus que la défense de la commune est indispensable et en même temps que le statu quo est impossible. Pour nous, la réforme territoriale est un rendez-vous nécessaire pour rendre notre organisation administrative plus claire et plus lisible. Et sur ce point, nous sommes guidés par 3 principes que je veux rappeler à cet instant. Le premier principe, c'est le refus de la supracommunalité. L'élection des conseillers communautaires doit, pour nous, continuer à être organisée à l'échelle de chaque commune pour conserver un ancrage aux élus intercommunaux. Et sur ce point, nous ne voulons pas de démagogie non plus. Il ne sert à rien d'agiter des chiffons rouges en fustigeant une élection au suffrage universel direct, car nous considérons que les conseillers communautaires sont déjà élus au suffrage universel direct depuis mars 2014
avec la mise en place du fléchage qui nous paraît être une étape utile et suffisante. Vous l'avez compris, Monsieur le Ministre, la PVF considère, la très grande majorité de ses adhérents considère que la méthode appliquée à l'occasion des dernières élections en date, dites du fléchage, constitue un point d'équilibre entre intégration communautaire et dynamisme communal. Deuxième principe, la subsidiarité. Les transferts de compétences ne doivent s'opérer pour nous que dans les domaines où l'intercommunalité est le mieux à même d'intervenir que les communes membres. Ainsi, en matière de PLU, la loi ALUR, en empêchant le transfert de la compétence quand une forte minorité des communes s'y oppose, constitue aussi, pour la grande majorité de nos adhérents, un compromis satisfaisant. Car nous considérons qu'un PLU intercommunal ne peut être que l'aboutissement, et je reprends là la formule de notre collègue Pierre Jarlier, d'une co-construction entre les communes membres. Troisième principe, la concertation, car pour nous, les élus locaux doivent conserver le dernier mot, notamment en matière d'évolution du périmètre des groupements. Dès 2009, lorsque les conditions d'élaboration des premiers schémas départementaux de coopération intercommunale ont été débattues, nous avions insisté sur un point décisif, qui n'apparaissait alors pas évident. Un périmètre intercommunal, à nos yeux, ne peut pas s'imposer aux acteurs qui devront le faire vivre. Et c'est pourquoi la PVF est satisfaite de la nouveauté inscrite dans le projet de loi actuellement en discussion, qui imposera au préfet d'obtenir systématiquement l'accord préalable de la commission départementale de coopération communale avant de passer outre et d'imposer un projet de fusion ou d'extension. Ces trois principes expriment en réalité une même vision. Nous considérons que si le maire est indispensable, c'est parce qu'il incarne l'autorité publique au niveau le plus proche de la population. Nous le savons depuis toujours, mais nous le vérifions avec encore plus de netteté depuis ce triste mois de janvier 2015, la cohésion de notre société autour des valeurs communes de liberté, d'égalité, de fraternité n'est plus une évidence. Le vivre ensemble est ici et là remis en cause. L'égalité des sexes, la liberté d'expression ou encore la laïcité sont attaquées. Leur bien-fondé est remis en cause par un certain nombre de groupes qui s'attaquent aux fondements de la République. Pour endiguer ce mouvement, nous considérons et nous savons que les maires sont aux avant-postes, avec trois armes, le dialogue, la fermeté et le service public. Le dialogue, parce que lui seul peut briser l'enfermement des individus dans leur communauté ou dans leur isolement et permet de désamorcer concrètement dans nos villes les tensions, et ainsi les résultats de l'enquête que nous avons menée auprès de nos adhérents en attestent en montrant l'importance de ce dialogue et de ces espaces de concertation. La fermeté dans le même temps, parce que notre jeunesse, et pas seulement elle, a besoin de repères républicains. La laïcité est certes d'abord un principe de liberté qui oblige la puissance publique à la plus stricte neutralité et interdit les discriminations en raison des religions, mais elle est aussi un principe d'égalité. Et nous considérons que le service public, conçu pour le bien de tous, n'a pas à être systématiquement adapté pour satisfaire des exigences individuelles ou communautaristes. Le service public, enfin, parce que notre mobilisation et notre verbe ne seront pas suffisants, et pour offrir une chance à nos jeunes, pour soutenir nos associations, des moyens sont nécessaires. Et le premier des services publics, dont le ministère de l'Intérieur partage la charge avec les communes, c'est la sécurité. Comme nous vous l'avons dit, Monsieur le Ministre, en décembre dernier, à l'occasion de notre dernière rencontre, les maires ne veulent pas que l'on confonde les rôles respectifs de la police nationale et de la police municipale. Ils veulent avant toute chose, et c'est aussi une exigence de la part de nos concitoyens, que des moyens conséquents soient affectés à la sécurité et à la prévention de la délinquance, et pas seulement dans les grandes villes. Nous savons aussi qu'après des années de suppression de postes dans les personnels de sécurité, vous avez inversé la tendance depuis 2 ans, en recréant des postes de policiers et de gendarmes. Et évidemment, nous vous engageons à poursuivre dans ce mouvement, en tenant compte évidemment aussi d'une bonne répartition sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des communes. Les maires de notre association en sont convaincus. La République ne doit pas seulement se dire, elle doit aussi se voir et s'incarner. Et nous vous savons gré, à cet égard, d'avoir incarné personnellement, en janvier dernier, les valeurs de la République. Ce point nous semble essentiel et nous considérons que le vivre ensemble, les valeurs, sont encore plus essentielles dans un contexte budgétaire que nous vivons et qui a été décrit tout au long de notre Assemblée générale comme contraint. Nous le savons, nous l'avons dit, la réduction des dotations est un coup dur pour les collectivités locales et elle a déjà des conséquences, non seulement sur notre capacité à garantir la cohésion sociale, je viens de l'évoquer, mais aussi sur notre capacité à participer à la relance de notre économie. Et ce risque est d'autant plus grand qu'après des années d'efforts et de rigueur pour tenir nos budgets, nos marges de manœuvre sont bien souvent très étroites. Nos collectivités ont, pour l'immense majorité d'entre elles, fait beaucoup d'efforts et exploitent d'ores et déjà des gisements d'économie qui existent, tels que la mutualisation des services. Mais ces décisions ne portent leurs fruits qu'à moyen et long terme, et malheureusement, elles ne suffiront certainement pas. Certaines collectivités ne remplacent déjà plus les départs à la retraite, les congés, et certaines n'ont plus d'autre choix que de fermer partiellement des services publics. Nous ne sommes pas de ceux qui nient la nécessité de réduire les déficits publics, et nous admettons aussi l'obligation pour les collectivités locales de participer à cet effort national.
Mais c'est aussi notre rôle d'appeler le gouvernement à prendre toute la mesure de l'impact national de la baisse des investissements locaux et de la dégradation du fonctionnement des services publics locaux dès le prochain projet de loi de finances. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour un étalement de la diminution programmée des concours financiers de l'État sur la durée du mandat municipal et pour une forme de clause de retour à bonne fortune. Par ailleurs, nous prenons aussi, dans le cadre des groupes de travail que le Premier ministre a initiés, des solutions lisibles et fortes pour soutenir l'investissement local. Les conditions de remboursement du FCTVA ont été modifiées. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche en permettant de façon pérenne un remboursement intégral et immédiat de la TVA payée sur nos investissements? Dans le même temps, et à tout le moins, les maires des petites villes ont aussi besoin que l'État tienne ses engagements, notamment en matière de maîtrise de l'inflation normative, et nous espérons que les efforts déjà entrepris seront poursuivis afin d'atteindre cette année l'objectif de 0 charge nouvelle pour les collectivités locales. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, et je le dis devant mes collègues parlementaires ici présents, et en particulier Corinne Erel, députée de la circonscription, et toutes celles et ceux qui participent à nos travaux, nous avons aussi besoin de visibilité, et nous avons besoin également de la présence de l'État dans les territoires. La réforme territoriale ne portera ses fruits que si elle s'accompagne d'une vraie réforme de l'État, et nous veillerons aussi à ce que cette réforme ne s'opère pas au détriment des petites villes et des territoires qui ont déjà subi de nombreuses restructurations de services publics. Les petites villes ont toutes besoin de la solidarité nationale, c'est le thème de notre congrès, celle des départements et des régions, comme celle de l'État. Nous ne sommes pas de ceux qui réclament sans cesse moins d'État pour lui réclamer dans le même temps toujours davantage. Nous voulons mieux d'État, d'un État qui soit en situation et en capacité d'accompagner les territoires qui en ont le plus besoin, de ceux qui ont été trop longtemps délaissés ou oubliés. Et nous pensons qu'il est grand temps de renouer avec une vraie politique d'aménagement du territoire au-delà des seuls faits métropolitains et en adéquation avec l'ensemble de nos besoins. Les chantiers sont nombreux, immenses, et je suis heureux, très chers collègues, que vous ayez répondu présents nombreux pour nos 2 jours qui vont nous rassembler dans cette belle ville de Paimpol à l'occasion de nos assises. Pour l'heure, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes assises qui débuteront dès cet après-midi par une grande table ronde consacrée au vivre ensemble et à la laïcité en présence de la ministre de l'Éducation nationale. Je vous souhaite évidemment un très bon congrès et un excellent séjour à tous en Bretagne. Et Monsieur le Ministre, en vous renouvelant mes remerciements pour votre présence parmi nous, je vous cède la parole.